2. De l'échantillonnage. Pour faire ces relevés, il est nécessaire d'observer les trajets de l'information. Avec de l'attention et un peu d'expérience, il est possible d'identifier la succession d'intermédiaires qui en sont à l'origine. Il est probable que certains de vos relevés en soient issus. Ce n'est pas important pour les premières analyses car l'objectif est d'avoir un échantillonnage le plus vaste possible. Pour travailler des relevés transmis par des intermédiaires, il faut considérer que chaque individu produit des déformations. Comparer des relevés qui n'ont pas subi les mêmes peut amener à des erreurs d'interprétation. Identifier la source de l'information pour identifier la déformation. Les déformations s'appliquent successivement, suivant le trajet. Avant de maîtriser les déformations, il est plus simple de regrouper les relevés par trajet. Avoir des groupes homogènes ayant subi les mêmes déformations évite les erreurs d'interprétation. Connaître et reconnaître les déformations demande de la pratique. De nature variée, certaines s'amplifient ou s'agrègent, d'autres s'annulent. Il est possible d'exploiter les particularités de certains trajets d'information pour atténuer les déformations et donc obtenir des relevés neutres. Savoir déformer pour reformer. Après avoir réalisé un premier échantillonnage, il faut passer à la comparaison des relevés. Dans certains cas, il peut n'y avoir que quelques verbes pour les comportements et quelques adjectifs pour les explications. Dans d'autres, il peut y avoir des phrases. La différence viendra de la précision des relevés. Le procédé de comparaison est plutôt simple. Il faut regrouper les relevés arbitrairement et les placer sur un repère avec l'échelle de votre choix. Vous pouvez choisir de ne faire qu'un groupe ou d'en faire plusieurs, en fonction des critères. Tous les relevés ne seront pas positionnables, et certaines zones peuvent ne pas en contenir. Par exemple, faites un diagramme avec pour abscisse les explications, pour ordonner les comportements, puis placez vos couples par des points sur ce graphique. La répartition de ces points vous donnera des indications. Je vais commencer par expliquer les résultats qu'il est possible d'interpréter rapidement lors de la prise en main du modèle. Cette opération revient à réaliser deux classements. Le premier par comportement, le second par explication. Si vous en ressentez le besoin, il est possible de décomposer un comportement ou une explication en plusieurs sous-ensembles. Certaines décompositions peuvent être mal pensées. Il faut garder une trace du découpage réalisé pour le modifier s'il s'avère erroné. Avec l'expérimentation et du temps, vous devriez être en mesure de placer des relevés un peu partout sur votre repère. Pour le comportement, il y a faire et défaire. Pour les explications, il y a passer de l'état A à l'état B et passer de l'état B à l'état A. Détaillons les résultats possibles des comparaisons. Cas A. Explication similaire pour comportement similaire. Ce cas est évidemment important. Son existence est à l'origine de l'hypothèse du mécanisme. Il apparaît fréquemment au sein d'un groupe d'individus comme une famille, un groupe d'amis ou un groupe partageant
une activité. Très courant, il se raréfie au fur et à mesure que l'échantillonnage s'écarte du groupe étudié initialement par l'expérimentateur. KB. Explication opposée pour comportement similaire. Ce cas est induit par les limites rencontrées par le cadre de vie social. Les comportements acceptés socialement sont restreints. Cela impose aux auteurs de produire une explication pour justifier les comportements qu'ils sont obligés d'adopter. Ce comportement peut être présenté comme imposé par l'extérieur ou comme un choix personnel. Ce résultat se rencontre fréquemment quand on compare des relevés de groupes ayant des niveaux de vie différents. Beaucoup de sujets travaillent. Certains expliqueront qu'il faut bien manger, d'autres qu'il faut bien s'occuper. KC. Explication similaire pour comportement opposé. Ce cas est peu visible, non pas parce qu'il n'est pas courant, mais parce qu'il est difficile d'échantillonner des comportements opposés, à cause de la subjectivité de l'expérimentateur. Pour réussir à capturer des échantillons, il faut être témoin des comportements, identifier les oppositions et s'assurer que les explications utilisées par les deux auteurs sont similaires. Cela demande à l'expérimentateur d'être capable d'évoluer dans des milieux opposables et d'avoir une forme d'impartialité sur le sujet traité. Il s'avère souvent que les auteurs utilisent des mots similaires, mais qu'ils ne les définissent pas de la même façon. Cela demande à l'expérimentateur de maîtriser les différentes définitions pour être en mesure de le constater. KD. Explication opposée pour comportement opposé. Ce cas est extrêmement intéressant et difficile à identifier pour être remarquable. Au début, les cas précédents font l'immense majorité des résultats de comparaison. Ceci s'explique par le cadre social de l'expérimentateur impose les explications valables et les comportements acceptables. Cette polarité AD apparaît entre des sujets issus de cultures très différentes, dont le cadre social est donc très différent. De plus, ce cas pose une question fondamentale. Si deux sujets ont des comportements opposés et qu'ils expriment des explications opposées, cela signifie que ce qu'ils estiment les mettre en valeur s'oppose également. Le KD me fait supposer que se mettre en valeur est une composante de la mécanique par son omniprésence, quel que soit le couple explication-comportement de l'étude. À ce stade, on pourrait supposer qu'il s'agisse seulement d'un biais expérimental. L'assertion que les auteurs cherchent à se mettre en valeur lorsque l'expérimentateur recueille l'explication n'est pas démontrée. Cependant, si ce n'est pas pour se mettre en valeur, il faut considérer que les individus se comportent majoritairement en faisant ce qui leur est nécessaire pour être en accord avec ce qu'ils estiment être. Gardons à l'esprit que les subjectivités de l'expérimentateur et de l'auteur posent des problèmes pour comprendre la nature de l'estime de soi. Or, il faut tout de même prendre en compte le fait qu'il est possible d'être fier d'un comportement qui serait honteux pour d'autres. Il me semble important de faire le tour de ce qu'on appelle la fierté et de comprendre son rôle particulier
dans le mécanisme avant d'aller plus loin.